Salut tout le monde! Et oui, une petite vidéo qui sort de l'ordinaire. Il y a quelques jours, j'avais partagé sur les réseaux sociaux une photo de la bibliothèque que vous voyez derrière moi. Ma bibliothèque roman, pour le dire simplement. Pas mal de gens, étonnamment, m'ont dit tiens, mais ça serait vraiment intéressant que tu nous fasses une vidéo justement où tu nous présentes tes romans, ta collection, que tu nous la montres un petit peu. Ça changerait des mangas et puis on est curieux de voir ce que tu lis, ce que tu as lu, etc. Bon, j'avoue que j'étais assez surpris, parce que c'était pas du tout mon but quand j'ai posté cette photo. Pourquoi pas éventuellement faire une vidéo très détente, très relax, voilà, on se prend pas la tête entre guillemets. La plupart de ces bouquins qui sont là, je les ai lus il y a très longtemps. La plupart d'entre eux en fait renvoient à mon parcours universitaire, donc qui date de presque une vingtaine d'années maintenant. Il y a pas mal de bouquins aussi qui sont là, enfin certains en tout cas, que je n'ai jamais lus. Tout simplement parce que soit c'est des livres qu'on m'a donnés, que j'ai récupérés par exemple justement dans des bibliothèques, dans des CDI de collège, lycée où je travaillais, etc. Soit ce sont des livres que j'ai achetés mais que j'ai toujours pas lus. Par exemple, ça peut être quand je lis un roman ou même un manga ou n'importe quoi, il y a une référence intéressante à un livre qui me donne envie d'aller découvrir ce livre, et ben ça peut arriver que je l'achète. Et du coup, je le stocke, mais je ne l'ai pas forcément encore lu. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne pourrais pas forcément vous donner des infos très détaillées sur chaque titre. En même temps, c'est peut-être pas non plus le but ici. Je vais me rapprocher un petit peu, je vais rapprocher l'appareil photo. On va commencer par, on va faire... donc le classement en fait est fait, la bibliothèque de gauche jusqu'en bas, et puis ça reprend à droite, toujours dans un ordre alphabétique. Donc on va commencer par en haut à gauche, oui, à gauche pour vous, oui. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Cette tête de repris de justesse. Donc j'ai essayé de faire un angle pas trop toc, donc je suis désolé, on va faire avec les moyens du bord. Donc ici en fait, pour la petite histoire, c'est pas... Alors je vais me retirer un petit peu du champ pour que vous voyez mieux. Ces premiers étages, ces premières étagères, c'est uniquement tout ce qui est Haruki Murakami, et donc j'ai décidé de tout regrouper au même endroit pour que ce soit plus esthétique. Et forcément, comme c'est tout du même auteur, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque livre, ça prendrait des plombes. Je les ai presque tous, je crois, de ce qui est paru en français. Les petites choses intéressantes, vous avez ici ce sont ses premiers romans. Donc qui est The Wind Sing et Pinball 1973. Qui en fait, ce sont les éditions japonaises, comme vous pouvez le voir, mais ce sont des éditions bilingues. Pardon, bilingues ou anglaises, si je dis... Voilà, c'est en anglais. Donc en fait, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que j'ai ces livres? C'est parce que moi, je voulais lire en fait ses tout premiers romans, c'est-à-dire ce par quoi il avait commencé, quand j'ai commencé à être fan, on va dire. Sauf que en fait, ces bouquins-là n'existaient pas en français, et à l'époque, ils n'existaient pas non plus en anglais. Mais il existait ces éditions-là, qui sont donc japonaises, donc qui ne sont parues qu'au Japon, et qui sont issues d'une collection, donc justement pour le public japonais qui veut lire en anglais. C'est un petit truc un peu spécial que j'ai dans la bibliothèque. Donc Murakami, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille énormément, c'est mon romancier préféré. Si vous ne connaissez pas, c'est un auteur qui fait beaucoup dans du surréalisme, c'est-à-dire on va avoir une histoire qui est très banale, très souvent au départ. Ça va être, je sais pas, un homme dont on suit le quotidien en fait. Et puis petit à petit, très souvent dans l'histoire, il commence à y avoir des éléments fantastiques. La frontière en fait entre ce qui est réel et ce qui l'est moins devient floue. Voilà, donc si vous aimez ce genre d'histoire où au bout d'un moment, en fait, on ne sait plus trop si les choses qu'on lit ont réellement lieu ou si ça se passe dans la tête du personnage, s'il imagine les choses, etc., ça devrait vous plaire. Après, Murakami ne fait pas que ça. Il est connu pour ça, mais il a aussi des histoires qui sont beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre. Notamment, je pourrais vous conseiller peut-être un de mes romans préférés, j'en ai certainement déjà parlé, au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. En plus, c'est pas très long, donc ça se lit relativement vite. Je l'ai lu au moins 2 fois et il m'a beaucoup touché. Et c'est plus ou moins une histoire d'amour contrariée, on va dire.
Mais ce que j'aime beaucoup chez Murakami, c'est vraiment, je trouve, il a un grand talent d'écriture. Alors forcément, moi je ne peux lire que les traductions, donc je ne sais pas ce que ça vaut dans le texte d'origine. Voilà, je trouve qu'il a vraiment une très très belle plume. Je trouve qu'il a vraiment un très bon équilibre entre être capable d'être descriptif, d'être imagé, sans être chiant en même temps, sans être lourd, sans être pompeux. Et donc je trouve qu'il a ce talent vraiment pour être capable de nous mettre des images en tête. Que quand on lit du Murakami, je trouve, on peut vraiment avoir une image mentale de ce que vit le personnage, de ce que le personnage regarde, de ce qu'il voit, de ce qu'il fait, de ce qui se passe autour de lui. Et en même temps, sans que ce soit, comme je le disais, chiant, lourd, rébarbatif, etc. Voilà, donc tout ça c'était pour Haruki Murakami. Donc je vais, hop, descendre de 2 étages pour vous montrer la suite. Donc là ici, on est toujours sur du Murakami, mais on est sur du Ryu Murakami, donc rien à voir, hein, puisque au-dessus c'était Haruki, donc je sais, ça peut paraître étrange, mais voilà, il n'y a aucun lien de parenté, et surtout, ils n'ont pas du tout le même style, ils n'ont pas du tout les mêmes univers, ils n'ont pas du tout les mêmes plumes. Ryu Murakami, c'est une lecture beaucoup plus difficile, je dirais, c'est un peu plus brut de décoffrage, je trouve, son style. Et surtout, ses univers, ses histoires sont 1000 fois plus sombres et violentes que Haruki Murakami. Ryu Murakami, c'est quelqu'un qui parle très très souvent de drogue, d'autodestruction des personnages. Voilà, donc c'est pas des lectures faciles à tous les niveaux, je pense, mais ça reste intéressant pour d'autres raisons. Peut-être celui que vous êtes susceptible de connaître, c'est Les bébés de la consigne automatique, peut-être. Il me semble que c'est un dont on entend parler de temps en temps. Et puis ici, on a 2 romans de Yoko Ogawa, donc L'annulaire et un recueil de 3 histoires, La piscine, les abeilles, la grossesse. Bon, je les ai mis là parce que, comme ça, tous les auteurs japonais sont réunis. Voilà, c'est peut-être pas très heureux, mais on s'en fout. Le reste de la bibliothèque, cette fois-ci, en partant sur un ordre alphabétique, alors qui va pas forcément être garanti. J'ai fait de mon mieux, mais j'avais pas non plus envie de passer 3 heures là-dessus. Ici, on a ces 2 livres. Alors, c'est pas des romans, c'est des, je sais pas comment on peut appeler ça, même pas des essais. Ouais, peut-être des essais, c'est de la recherche. Christophe André, La force des émotions et Imparfait, libre et heureux. Je ne les ai pas encore lus, je les ai achetés l'année dernière. On me les avait conseillés dans le cadre de ma psychothérapie, mais j'ai pas encore lu ça. Voilà. Ensuite, on a du Asimov avec Les robots, Les vents du changement, et ici en anglais, donc toute l'anthologie de sa saga Les robots, donc The Complete Robot. Bon, Asimov, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? C'est un auteur qui est très de science-fiction, d'anticipation, qui est très connu notamment pour toute sa saga sur les robots, avec son invention des fameuses lois de la robotique. Voilà, donc si vous aimez la SF, voilà, d'anticipation, qui imagine vraiment ce que pourrait devenir le monde sans partir forcément dans un univers extrêmement fantaisiste ou fantastique, eh bien Asimov pourrait être pour vous. Ensuite, on a du Margaret Atwood avec The Year of the Flood, ici, et toujours du Atwood avec ce que vous connaissez certainement, The Handmaid's Tale, pardon. Je pense que pas mal d'entre vous, vous devez le connaître grâce ou à cause, je ne sais pas, de son adaptation télévisée. Il me semble que c'est Netflix qui fait ça, mais je ne sais pas parce que j'ai pas regardé. The Handmaid's Tale, c'est un bouquin sur lequel que j'avais étudié à la fac, je crois que c'était en licence, donc en 3e année de fac d'anglais. Ça faisait partie des bouquins qu'on devait étudier, que je recommande chaudement. Voilà, c'est de la dystopie intéressante. The Year of the Flood, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est aussi de la dystopie, mais j'en suis plus très sûr, je l'ai lu il y a très longtemps. Ensuite, on a l'inénarrable Jane Austen avec Persuasion, ici. Donc tous les étudiants anglicistes connaissent ça par cœur. Donc là, je ne recommande pas, hein. C'est pas du tout ma tasse de thé, là, c'est vraiment, ça fait partie des lectures obligatoires à la fac d'anglais. Et moi je trouve ça hyper chiant, voilà, c'est chiant comme la mort, quoi. Alors ici on a c'est certainement mon plus vieux bouquin,
c'est le Tour de France par deux enfants. Enfin, vous pouvez voir qu'il tombe en lambeaux. Je vois pas la date et puis je veux pas vous gonfler, mais il est vraiment très très vieux, hein, ça se voit. Le Tour de France par deux enfants, c'est super vieux. Moi j'ai lu ça quand j'étais, je pense, très jeune, je dois avoir une dizaine d'années, un truc comme ça. J'en garde un bon souvenir. S'il était lu aujourd'hui, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui choqueraient la bien-pensance dedans, parce qu'évidemment c'est tellement vieux que ça renvoie à une image de la France qui a disparu aujourd'hui. Mais moi j'aimais bien à l'époque cette idée de deux enfants qui sont obligés de parcourir la France. Il y a un sentiment d'aventure, mais c'est très encadré en fait. C'est pas ouais on part à l'aventure, c'est bien la vie, non. On va traverser la France, on est deux enfants, mais pas parce qu'on veut, mais parce qu'on doit. Et donc on suit en fait leur itinéraire, c'est très documenté avec des informations sur toutes les villes qu'ils vont traverser, etc. Voilà, donc c'est vieux, mais moi j'avais aimé à l'époque. Là on a un livre que j'ai pas lu, qui s'appelle By the way, Did I Ever Tell You? Sybil Berg. Pareil, c'est un livre qu'on m'avait conseillé, mais je peux pas vous dire quoi que ce soit dessus, parce que je l'ai pas encore lu. Ensuite, on a Ravage de Barjavel, que je vous recommande chaudement. J'avais lu ça au lycée, je crois. Je crois que c'était au lycée qu'on nous avait fait lire ça, en terminale sûrement. Peut-être au collège, je sais plus. C'est peut-être un peu tôt pour le collège, je ne me rappelle plus. Barjavel, donc Ravage, c'est de la, entre guillemets, science-fiction française, ou de la dystopie. Donc ça raconte l'histoire ça imagine en fait qu'un jour il y a une panne d'électricité générale, et que suite à cette panne d'électricité générale, en fait, le monde tombe dans le chaos. Et on revient plus ou moins à une société primitive, en fait, tout simplement, donc sans technologie, sans électricité, sans moyens de locomotion. Évidemment, tout ce qui dépend de l'électricité disparaît. Et puis, on va suivre l'évolution de la civilisation, voir si elle peut se relever suite à ça. Donc, c'était intéressant. Ensuite, on a Uncle Tom's Cabin, que j'ai pas lu. Voilà, je l'ai récupéré, je sais pas où, mais comme ça fait partie des classiques, voilà, donc je l'aurai pour un jour plus vieux. Ensuite, on a du Ray Bradbury avec Fahrenheit 451, très bien. Pareil, Ray Bradbury fait partie de ces classiques des auteurs de science-fiction. C'est dans un monde pareil dystopique où il y a une espèce de police de la pensée et où les œuvres d'art sont notamment interdites, je crois. Je dis ça de mémoire, je l'ai lu il y a très longtemps. Et donc où les œuvres d'art sont brûlées parce qu'elles sont considérées comme déviantes, etc. Et ensuite on a, voilà, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ensuite on a William Burroughs, Le Festin nu, très connu aussi, que j'avais lu pareil pendant mes études à la fac, mais honnêtement je ne m'en rappelle pas du tout. Un gros blanc là, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite on a le classique de chez Classique, on a peut-être mon roman français préféré, L'étranger d'Albert Camus. Voilà, c'est un roman dont je pourrais parler longtemps, je pense. Malheureusement, je m'identifie beaucoup au personnage, donc le personnage de Meursault, qui, eh bien, finalement, au fil de l'histoire, est jugé dans tous les sens du terme. Pas forcément pour ses actions, mais plus pour ses non-actions, et surtout pour le fait d'être différent, de ne pas correspondre à ce que la société attend de nous. Donc c'est un livre qui m'a toujours beaucoup touché très profondément. Je trouve que c'est un livre qu'il faut absolument avoir lu. Pour moi, c'est vraiment un incontournable. Du Camus encore avec Noces, suivi de L'été, que j'ai pas lu, parce que c'est un bouquin qu'on m'avait donné. J'avais récupéré ça certainement dans un CDI de lycée, un truc comme ça. Souvent, en fin d'année, ils font du ménage. En fait, ils mettent des livres à récupérer dans des boîtes pour ceux qui veulent. Et du coup, j'avais récupéré ça, mais je l'ai pas lu. Voilà, donc là, maintenant, on va descendre d'un étage. Donc, on reprend ici, donc encore du Camus, avec La Peste. Alors, La Peste, j'avais commencé à le lire, c'était à l'époque du lycée, je crois. Et en fait, j'avais pas réussi à le lire. Mais il faudrait que je réessaye, parce qu'évidemment, à l'époque, j'étais encore ado, donc c'est peut-être un peu velu quand on est lycéen. Ici, on a Lewis Carroll avec Through the Looking Glass. Je pense pas que j'ai besoin d'épiloguer. Ici, on a Stephen Crane avec The Red Badge of Courage. Ça parle du prix à payer pendant la guerre, en fait. Red Badge of Courage fait référence au sang versé.
Et en fait, c'est l'idée, c'est le thème des idéaux en fait héroïques face à la réalité de la guerre, du combat et de la mort, quoi. The Alchemist, ou L'Alchimiste en français, que j'ai toujours pas lu, alors c'est vraiment honte à moi, je sais qu'il est très très célèbre. Je l'avais acheté en Angleterre, et puis je l'ai jamais lu en fait. Ici, on a The Lost World and Other Stories de Sir Arthur Conan Doyle. Bon, je pense pareil, j'ai pas trop besoin de m'épancher là-dessus, c'est très très connu. Joseph Conrad avec Lord Jim. Alors pareil, je l'ai pas lu parce que c'est un bouquin, enfin c'est pas la raison, c'est pas une excuse, mais c'est un bouquin que j'ai récupéré, pareil, certainement dans un CDI, un truc comme ça. Et donc je l'ai pas lu. Mais ça veut pas dire que je le lirai jamais, c'est bien d'avoir des livres qu'on n'a pas lus aussi, pour des jours plus vieux. Même auteur, donc Conrad avec Heart of Darkness. On a du Maurice G. Dantec avec Babylon Babies, dont je ne me souviens absolument pas. Je crois qu'il est relativement connu dans les cercles SF. Alphonse Daudet, Le Petit Chose, je sais pas. Bon voilà, pas besoin d'être présenté, il me semble. Pareil avec Les Lettres de mon moulin, de Daudet. Ici, on a Sylvie Denis avec Jardin virtuel, donc roman de SF. Donc évidemment, hein, vous l'aurez certainement compris et vous le comprendrez encore davantage avec la suite de la vidéo. Il y a beaucoup de... comment dire pourquoi j'ai l'impression que c'est flou l'image là. Peter, c'est peut-être flou, non? Je suis désolé si c'est flou, hein, comme je suis pas face à l'image, j'ai du mal. Donc je disais qu'il y a beaucoup de romans de SF et de cyberpunk dans ma bibliothèque, c'est parce que ça correspond tout simplement à mes études, à ma dernière année d'études universitaires, où j'avais donc écrit un mémoire sur le mouvement cyberpunk, la littérature cyberpunk. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce type de romans. Donc sinon, oui, Jardin virtuel, franchement, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, à part que c'est de la SF et certainement du cyberpunk, mais vu que j'ai lu ça il y a plus de 15 ans, je m'en rappelle plus. Ensuite, on commence là avec pas mal de Philip K. Dick, auteur que vous devriez certainement connaître, ou au moins de nom, parce que c'est entre autres l'auteur de Blade Runner, enfin en tout cas Do Androids Dream of Electric Sheep, donc qui a donné le film Blade Runner. Minority Report, que je vous conseille. On a Substance Mort, pareil, ça avait été adapté, attendez que j'essaie de retrouver le titre en VO. Le titre en VO c'est A Scanner Darkly, donc vous avez peut-être vu le film en fait. C'est pas mal du tout, c'est sur l'idée de la drogue, d'une drogue tellement forte en fait qui peut altérer complètement votre perception de la réalité à tel point que vous ne savez même plus qui vous êtes en fait. Vous perdez votre identité à cause de cette drogue extrêmement addictive. Le fameux Blade Runner, donc le vrai titre entre guillemets, en tout cas le titre original c'est Do Androids Dream of Electric Sheep, donc les moutons rêvent-ils de... Non, pardon, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Bon c'est un très très grand classique, hein, du cyberpunk, de la SF, à lire absolument, et ou à regarder le film. Et puis ensuite là on a un très gros pavé qui est en fait une anthologie, donc en fait c'est 5 romans de Philip K. Dick. Donc il y a The Three Stigmata of Palmer Eldritch, Martian Time Slip, Do Androids Dream of Electric Sheep, Ubik et A Scanner Darkly. Voilà. Donc il y a un peu de redondance, mais c'est pas grave, c'est une belle édition. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce côté gauche, et donc on va remonter tout en haut à droite pour la suite. Donc on était à Philip K. Dick avec D. On arrive sur du Dickens, avec le fameux Oliver Twist, donc le gros pavé. Alors c'est velu, hein, Dickens quand même à lire, c'est pas super fastoche. Après en français je sais pas, moi je l'ai toujours lu en anglais, avec du Great Expectations, voilà. Donc c'était vrai, enfin moi en tout cas à l'époque, donc je lisais ça, c'était à la fac, donc j'avais 21-22 ans, lecture obligatoire. Et c'était pas la fête du slip. Hein. Robinson Crusoe, donc pareil, pas besoin de m'étendre là-dessus, je pense. Alors ça, c'est un livre, je suis content de l'avoir retrouvé. Un barrage contre le Pacifique. Dernièrement, je sais pas pourquoi, j'ai eu une pensée pour Marguerite Duras, phrase très étrange, et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que j'étais presque sûr de l'avoir, ce bouquin-là.
Et en fait, je le retrouvais pas dans mes livres. Bah forcément, parce qu'en fait, il était avec mes bouquins de l'époque de la fac. Donc voilà, Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. Peut-être qu'un jour je le relirai, parce que je l'ai lu, pareil, j'étais lycéen, je pense. Mais j'en garde un bon souvenir, j'en garde surtout une atmosphère très, très poisseuse, très marquée de l'Indochine. Voilà, donc éventuellement à relire. Ensuite, on a les Fables de La Fontaine. Bon, je pense que je les relirai jamais, mais ça date du lycée. C'était en classe de première, je crois, on nous faisait lire ça. Bon, bah... Pour moi, c'est un petit peu le souci, je pense. Alors, je sais pas si l'éducation nationale a beaucoup changé depuis mon époque révolue, mais je pense qu'il y a un... Je pense que c'est pas super pertinent, en fait, de forcer des ados de 15 ans à lire les Fables de La Fontaine, quoi. Je pense qu'on aurait pu nous faire lire autre chose qui aurait eu autant de valeur pédagogique ou d'apprentissage du français, etc., mais qui soit quand même moins soit hermétique, soit poussiéreux, etc. Ce qui ne veut pas dire que, justement, quelques années plus tard, on aurait pu s'y pencher, que ce soit à la fac ou par nous-mêmes. Mais moi, je suis d'avis que l'éducation nationale, et encore une fois, moi je parle de celle d'il y a une vingtaine d'années en arrière, donc je ne sais pas, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais je pense que ça serait pas mal de faire lire des choses quand il s'agit de lecture obligatoire au lycée et au collège, de faire lire des choses qui sont pas forcément des classiques dans le sens sacré du terme, on va dire, mais de faire lire des choses un peu plus intéressantes, un peu plus motivantes, quand on s'adresse à des ados, à des pré-ados. Voilà. Pourquoi pas faire lire, par exemple, je sais pas, moi je ferais lire de la SF ou des romans d'aventure, ou je sais pas, Robinson Crusoe, des choses comme ça, quoi. Plutôt que ça. Ça, on peut le lire quand on est un peu plus mature, et quand on le verra pas, justement, comme un truc super vieux, super poussiéreux et super chiant. Ici, on a, alors vous connaissez probablement The Great Gatsby de Fitzgerald. Je crois qu'il y avait eu un film avec DiCaprio, je ne suis pas sûr, parce que moi j'ai lu ça il y a super longtemps. On va dire que ça mange pas de pain, mais de là à le recommander, peut-être pas, quoi. Ensuite, on a du Sigmund Freud avec Forgetting Things. Je m'en rappelle pas du tout. C'est un tout petit truc en plus, ça doit être un essai, donc voilà. Donc je suis désolé, je peux pas vous en parler parce que je m'en rappelle pas. Théophile Gautier, contes et récits fantastiques, c'est pas mal ça, hein? Ben voilà, plutôt que de faire lire les Fables de La Fontaine, on fait lire ça, du Gautier. C'est peut-être un peu plus... En tout cas, ça fait peut-être un peu moins peur, ça fait peut-être... Enfin... Ouais, enfin, je voulais pas faire un jeu de mots avec peur, récit fantastique, c'est pas grave, c'est sorti tout seul, mais... Théophile Gautier, contes et récits fantastiques, c'est pas mal. Un soir au club de Christian Gailly. J'ai lu ça, c'était en fin des années 2000. C'était un cadeau, quelqu'un qui me l'a offert. Donc je ne me rappelle quasiment pas. Je l'ai lu, mais c'est il y a trop longtemps pour m'en souvenir. Je crois que le jazz, le thème du jazz est très présent, mais je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, on arrive à William Gibson avec le Neuromancien. Donc, William Gibson, c'est un peu un des pères fondateurs de la littérature cyberpunk, et ce roman en particulier, il est souvent vu comme étant, entre guillemets, la Bible de la littérature cyberpunk, et notamment, si vous avez vu, et je pense que vous serez nombreux à l'avoir vu, le film Matrix, en tout cas le premier, il est énormément inspiré de ce roman. En fait, le film Matrix, dans les grandes lignes, reprend ce roman. Et d'ailleurs, sans aller jusqu'à une adaptation, c'est tellement évident que les réalisateurs du film Matrix, à l'époque, ils avaient glissé beaucoup de références, notamment dans la bande originale du film Matrix. Il y a plusieurs pistes qui en fait reprenaient des noms de romans de William Gibson, en une espèce de clin d'œil ou d'hommage ou ce genre de choses. Voilà. Donc si vous ne devez lire qu'un seul manga cyberpunk, ça serait celui-là. Toujours du Gibson avec en anglais Burning Chrome. Alors là on a l'édition originale, donc Neuromancer. Encore du Gibson avec Count Zero. Toujours du Gibson, mais en plus associé cette fois à un autre auteur très connu de la veine cyberpunk, c'est Bruce Sterling. Donc moi je considère que William Gibson et Bruce Sterling, ce sont vraiment les deux... Enfin, quand on s'intéresse un petit peu à la littérature cyberpunk, c'est vraiment deux noms qui vont revenir très souvent.
Et Sterling, on en parlera un peu plus tard. Ici avec The Difference Engine. Toujours du Gibson avec Mona Lisa Overdrive. Donc tout à l'heure quand je vous disais que, pardon je suis désolé, j'arrête pas de regarder le retour caméra, c'est juste pour être sûr que le livre soit pas flou en fait, je m'excuse, je sais que c'est chiant. Mona Lisa Overdrive, je vous disais tout à l'heure que les réalisateurs de Matrix, la bande originale, ils avaient fait des clins d'œil à William Gibson. Il y a notamment une piste de la BO de Matrix qui s'appelle Mona Lisa Overdrive. Très bonne BO au passage, si vous ne connaissez pas. Toujours du Gibson avec Tomorrow's Parties. Et c'est tout pour Gibson, je crois. Ensuite, on a du Graham Greene. Graham. Et Graham. Je dirais Graham. Graham Greene, The End of the Affair. Je ne m'en rappelle pas du tout. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus. Ensuite, est-ce qu'on voit les taches d'en dessous? Alors attendez, on va faire en direct, sans trop. Voilà. Boum. Voilà. Ensuite, on a du Hugo. Les Contemplations. Je vais être très honnête, je ne l'ai pas lu. Pareil, c'est un bouquin que j'ai récupéré gratuitement dans un don de CDI de collège ou je sais pas quoi. Mais voilà, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah ça peut pas faire de mal de l'avoir. Ensuite, on a Les Misérables de Hugo. Pareil, je ne l'ai pas lu. Mais pareil, je l'ai récupéré gratuitement. Donc je me suis dit, bon bah ça peut pas faire de mal de l'avoir. Après, peut-être que je l'ai lu il y a super longtemps et que je m'en rappelle pas. C'est possible aussi. Dune de Frank Herbert et Dune 2, voilà, la suite. Alors je sais pas, c'est super compliqué avec Dune, parce qu'en plus là c'est pas l'édition anglaise. Pareil, ça c'est des livres qu'on m'a donné. Enfin moi je l'ai lu, j'avais lu en tout cas le premier. En fait il y a un truc qui m'avait vachement refroidi à l'époque où je le lisais. J'étais à la fac, je le lisais dans le cadre de mes études pour mon mémoire de cyberpunk. Parce que j'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin de faire ma culture en fait d'auteur de science-fiction, donc je ne pouvais pas passer à côté de Frank Herbert. La chose dont je me souviens, c'est que mon prof, qui était donc mon responsable de mémoire, m'avait vu en train de lire ça et m'avait dit qu'en gros Dune, fallait se méfier parce que passé le premier vrai roman d'origine, tout ce qui avait été publié par la suite, il y avait une vieille rumeur comme quoi en fait c'était pas vraiment Herbert qui les avait écrits et qu'il avait employé ce qu'on appelle des nègres. Donc quand il m'a dit ça, à l'époque il n'y avait pas internet, enfin en tout cas c'était les balbutiements. Non seulement c'était les balbutiements d'internet, mais surtout du coup on n'avait pas du tout le réflexe d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. Donc quand ton prof de fac te dit ça, tu te dis bon, on va peut-être y aller mollo alors du coup avec Frank Herbert. Après j'en sais rien, c'était peut-être des bêtises, peut-être qu'il se plantait complètement, je ne sais pas du tout, c'est juste une anecdote. Ensuite on a À rebours d'Huysman, malheureusement pas lu, donc je ne peux pas vous en parler, je ne sais même pas de quoi ça parle. Pareil, ça fait partie de ces bouquins que j'avais récupérés. King Solomon's Mines, Brave New World, avec cette très jolie couverture, regardez-moi ça. Avec le cri, qui est ma peinture préférée de tous les temps. Alors je suis absolument pas un spécialiste de peinture, je suis carrément un gros profane velu, mais s'il y a bien un tableau que j'apprécie, c'est celui-là. Voilà, donc Brave New World de Aldous Huxley, si je dis pas de bêtises, oui bien sûr. Et puis, que dire, je pense que tout le monde connaît. Je sais pas comment ça avait été traduit en français d'ailleurs, Brave New World. Comme je l'ai pas lu en français, je sais pas. Donc je suis sûr qu'il y a quelqu'un parmi vous qui le saura et qui l'écrira en commentaire. Voilà. Ionesco, Le Roi se meurt. Ça sent beaucoup les années lycée, je suis presque sûr. Et du coup, c'est trop loin. Ça remonte à trop longtemps, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est une pièce du théâtre. Ouais, c'est ça. Donc oui, je l'ai lu, mais il y a trop longtemps, je suis désolé, je m'en souviens plus. On continue donc avec Un sac de billes de Joseph Joffo. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître parce que je pense qu'il a été quand même largement diffusé et lu obligatoirement, que ce soit au collège ou au lycée. Moi, c'était au collège, je crois qu'on nous faisait lire ça. Et petite anecdote, quand je suis arrivé, donc moi j'ai lu ça au collège, et
bien plus tard, quand je suis arrivé en Angleterre, donc quand j'avais 23-24 ans, et que je travaillais dans un lycée et un collège en Angleterre en tant qu'assistante français, la prof qui s'occupait des terminales leur faisait lire ça aux élèves anglais, en français. Mais voilà, c'était rigolo en fait d'arriver en Angleterre, de commencer à travailler dans ce lycée et puis de découvrir très vite ah mais vous leur faites lire ça, voilà. Donc c'était rigolo, puis c'était bien pour moi parce que du coup je connaissais déjà le bouquin quoi. La métamorphose de Kafka. Alors c'est rigolo parce que du coup la métamorphose de Kafka, j'en ai parlé très récemment sur la chaîne au travers de la vidéo sur Kaiju number 8 ou Kaiju numéro 8, puisque j'avais relevé dans la vidéo que le fait d'appeler le personnage principal du manga Kafka, pour la simple et unique raison qu'il va se transformer dans l'histoire, j'avais trouvé ça vraiment très maladroit pour rester poli. Non, en fait c'est complètement débile, parce que ça n'apporte aucun sens et on voit, c'est tellement transparent que c'est juste l'auteur qui a voulu faire une référence à Kafka. Mais le problème de faire une référence, c'est qu'il faut que ce soit un minimum subtil. Donc s'il avait voulu faire une référence à la métamorphose de Kafka parce que son personnage va se métamorphoser au cours de l'histoire, par exemple, il aurait pu l'appeler Samsa ou Grégor ou un truc comme ça, c'est-à-dire le nom du personnage de la métamorphose et pas Kafka. Enfin, moi je trouve ça vraiment, c'est les deux pieds dans le plat quoi. C'est un euphémisme de dire que c'est pas très fin, mais en tout cas, peu importe, Kafka la métamorphose, hein, excellent selon moi, roman fantastique quelque part, même horreur, pourquoi pas à la limite. Très grand classique, hein, Jack Kerouac sur la route. D'ailleurs la légende raconte, je sais pas si c'est vrai, mais la légende raconte qu'il aurait écrit, ou en tout cas commencé à écrire ce roman sur du papier toilette en fait, parce qu'il avait rien sous la main. Je sais pas du tout si c'est une légende ou si c'est vrai, je sais pas. Peut-être que vous savez et vous pouvez nous le dire en commentaire. Ensuite, on a du H.P. Lovecraft avec The Case of Charles Dexter Ward. Alors ça, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'avait recommandé, donc je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Eh bien écoutez, je le lirai un jour, mais le jour n'est pas encore venu. Ensuite, on a encore du Lovecraft avec The Mountain of Madness, donc les montagnes hallucinées en français. Et les plus assidus d'entre vous se rappelleront qu'ils ont déjà vu ce livre dans une de mes vidéos, c'est-à-dire la vidéo où je vous présentais, où je vous parlais de l'adaptation en manga des montagnes hallucinées. Je l'avais acheté à l'occasion, justement, pour pouvoir lire l'original et voir ce que le manga valait par rapport à l'original. Toujours du Lovecraft avec La couleur tombée du ciel. Et si vous n'avez pas envie de le lire ou de l'acheter, il a été adapté à de multiples reprises en film, notamment très récemment, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans grand maximum, c'est très récent, il y a eu une adaptation avec Nicolas Cage. Je l'ai vu, bon ça vaut pas l'original, mais on va dire dans les grandes lignes, alors forcément ça adapte au goût du jour, ça le place à notre époque, etc. Dans les grandes lignes, on retrouve quand même pas mal d'histoires. Bon, ça vaut pas l'original, mais ça va. J'ai pas non plus... y a pas de quoi tabasser une chèvre, quoi. Ah oui, d'ailleurs, mais je suis bête. Il me semble... J'ai un gros doute maintenant, mais il me semble que j'en ai parlé... j'ai parlé de la version manga sur la chaîne. J'ai fait trop de vidéos. Hein. Il y en a plus de 300 et je peux pas me rappeler de tout, mais je crois que j'en ai parlé sur la chaîne du manga. Ensuite, on a un auteur français, Jean-Marc Ligny, avec Inner City. Donc petit roman de cyberpunk. J'avais lu ça, pareil, à l'époque de la fac, pour mon mémoire de Master 2 sur le cyberpunk. Voilà. Mais à part ça, je ne me rappelle pas. Même auteur, Jean-Marc Ligny, avec un titre qui s'appelle Yurlungur. 25 francs. Je ne m'en rappelle pas du tout. Sincèrement, je ne m'en rappelle pas. Call of the Wild and White Fang, donc en français, l'appel... Alors c'est Cro-Blanc, et en français ça avait été traduit par l'appel de... Je sais plus, l'appel de quelque chose, j'en sais rien. C'est chiant les titres français. Doc de Jack London, bon Cro-Blanc, etc. Je pense pas qu'il y ait besoin de m'attarder beaucoup là-dessus. L'époque lycée ou l'époque collège, non, ça doit être le lycée, ça doit être classe de seconde ou première, un truc comme ça, je pense. Bel-Ami, Maupassant, je pense que beaucoup d'entre vous, difficile d'y échapper. Robert Merle, La mort est mon métier. Je lisais ça en terminale. C'était le prof de philo qui nous avait fait une liste de bouquins, de conseils à lire en début d'année. Je regarde un bon souvenir,
Si ma mémoire est bonne, le narrateur est un officier nazi dans un camp de concentration et toute l'histoire est racontée en fait au travers de son regard en fait, c'est-à-dire l'histoire des camps. Le jeu de l'amour et du hasard, bon bah, voilà, ces fameuses lectures obligatoires lycéennes ou collégiennes. Tout est dit. Alors là, il y a les peluches, du coup, il faut descendre d'un étage pour continuer. Donc on continue, on était juste au-dessus avec les peluches. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Dr. Faust Marlowe, ici, voilà, époque fac. Bon bah Faust, je pense que vous connaissez, il n'y a pas besoin de s'épancher 36 000 ans. Moby Dick, Melville, le bon pavé. Bon bah je pense que ça fait partie de ces classiques intéressants à lire. La condition humaine de Malraux, c'est clairement de l'époque lycée. Encore une fois, trop lointain pour que je m'en souvienne. Ici, on a 3 livres qui ne sont pas des romans, ce sont des, on va dire, des essais, pareil, de Alice Miller. Donc c'est sur la question de l'enfance. Pareil, c'était dans le cadre de ma psychothérapie. Je vous recommande notamment celui-là. Encore une fois, c'est pas de la fiction du tout, c'est une recherche psychothérapeutique sur les questions de l'enfance, de la violence, du lien entre les enfants et leurs parents, etc. C'est très intéressant, mais c'est pas du tout des lectures détentes, hein, comme vous pouvez vous en douter. Un petit Pagnol, ça mange pas de pain. Alors j'aimerais bien voir la suite, malheureusement j'ai que Marius. J'aime beaucoup, en fait, vraiment beaucoup, la trilogie marseillaise de Pagnol. Je trouve que notamment j'ai regardé à maintes reprises les films avec Rému, film en noir et blanc de l'époque. Et j'aime beaucoup parce que on y voit une France qui a complètement disparu aujourd'hui. La vie, je pense, à l'époque était à la fois plus compliquée qu'aujourd'hui, mais peut-être que d'une certaine manière, elle était plus simple. Et je pense que les gens, ils étaient beaucoup plus proches les uns des autres. Je pense que le tissu social de l'époque était plus intéressant et plus fort qu'aujourd'hui. Donc je sais pas, c'est cette image d'une France disparue qui me plaît. The Bell Jar, qui est un livre que je n'ai pas lu. C'est un livre que j'ai acheté parce que on y faisait une référence dans un autre livre que je lisais, je sais plus quoi. Peut-être un livre d'Alice Miller, mais la manière dont ils en parlaient, dont on en parlait dans ce livre, ça a vraiment attisé ma curiosité. Donc je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Il est neuf. The Snow Garden de Christopher Rice, qui est un roman policier, on va dire, assez générique. C'est de la littérature très contemporaine, quoi. Enfin, contemporaine. Ça date du début des années 2000, mais... Vol de nuit de Saint-Exupéry. Frankenstein de Mary Shelley. Strindberg, Le Pélican et Mademoiselle Julie. Pareil, c'est un bouquin qu'on m'avait recommandé. Pour vous dire que quand on me recommande des livres, ça tombe pas forcément dans l'oreille d'un sourd. Huis clos de Sartre. Excellent, excellent. Si ma mémoire est bonne, c'est dans ce roman. Je sais plus si c'est un roman ou une pièce de théâtre. Ah non, c'est une pièce de théâtre. Bon, ça va, mon cerveau n'est pas encore tout pourri. Je crois que c'est dans cette pièce qu'il y a la fameuse phrase « L'enfer, c'est les autres ». Je suis presque sûr que c'est dans celui-là. Qui est une phrase qui a beaucoup résonné en moi. « L'enfer, c'est les autres », ça pourrait être le slogan de ma vie. Encore du Sartre avec La Nausée. Alors malheureusement, La Nausée, un jour, il faudra que je réessaye. J'ai pas réussi à le lire, en fait. Tout simplement parce que déjà, quand moi j'ai essayé de le lire, j'étais au fond du gouffre. Et que La Nausée, ça raconte l'histoire d'un mec qui tombe dans la dépression. Et la manière dont c'est décrit m'avait trop touché, en fait, et me rendait malade, physiquement malade. J'ai pas réussi à le lire, en fait. Donc, peut-être un jour, si ça va vraiment mieux, j'arriverai à le lire. Un très joli roman, Of Mice and Men, donc des souris et des hommes, de John Steinbeck. Je ne peux que vous recommander ce livre. Excellent petit roman. Et si vous n'avez pas envie de le lire, si vous êtes allergique, vous pouvez regarder le film, l'adaptation au cinéma, qui commence à dater maintenant d'une bonne vingtaine d'années. Mais l'adaptation, le film est très fidèle au livre. Et le film est excellent.
à mon humble avis. Un petit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Gulliver's Travels, ou les voyages de Gulliver. Chose intéressante au sujet des voyages de Gulliver, si vous ne l'avez pas lu, je pense qu'on a facilement une image vraiment fausse en fait de ce roman. Parce que moi je l'ai lu, moi je l'ai découvert, je le connais évidemment, c'est un mythe, c'est une légende, c'est une image, c'est un personnage imaginaire qui est tellement connu que à peu près tout le monde se fait une idée de Gulliver. Mais moi je l'ai lu pour la première fois à la fac et je suis tombé de haut parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais à une espèce de roman d'aventure. Bah non en fait. En fait, Swift, quand il a écrit ça, en fait, c'était une grosse critique de la société aristocratique britannique de l'époque. Et en fait, sous couvert de l'histoire, il critique et il pointe du doigt cette société. Et du coup, c'est très critique et c'est vraiment à remettre dans le contexte de l'époque. Alors, Shakespeare, évidemment, vous ne pouvez pas passer à côté. La Nuit des Rois, Romeo and Juliet. Anecdote, c'est la seule pièce de Shakespeare que j'ai vue jouer. J'ai eu la chance de le voir jouer en Angleterre au théâtre de Newcastle. Shakespeare toujours, The Merchant of Venice, donc le marchand de Venise. Énorme pavé, les œuvres intégrales. Hamlet. Et ensuite on arrive à l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quand je vous parlais de Gibson, si je dis pas de bêtises, voilà, Bruce Sterling. Donc un autre auteur incontournable de la littérature cyberpunk, avec Schismatrice Plus, ici, en français. Mailles du réseau. Mozart en verre miroir. Islands in the Net, qui en fait est l'édition originale de Les Mailles du réseau, que vous venez juste de voir. Un autre classique, Salinger, The Catcher in the Rye. BioShock Rapture, qui est en fait un roman basé sur l'univers des jeux vidéo BioShock. C'est un très bon roman de dystopie. Je trouve, j'ai vraiment été agréablement surpris. Alors c'est en anglais, hein, mais si vous avez joué à BioShock, je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais on retrouve vraiment l'univers des jeux. Ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire se passe avant la chute de Rapture, de la ville Rapture. Donc en fait, on découvre tout ce qui s'est passé avant que nous, en tant que joueurs, on commence à jouer au jeu. Ensuite, on passe à du Tolkien, et à beaucoup de Tolkien, puisque pareil, ça c'était ma maîtrise, en maîtrise d'anglais. J'avais fait mon mémoire de recherche sur Tolkien. On a donc The Silmarillion, Unfinished Tales, The Book of Lost Tales. Et puis là, on descend à l'étage final. Voilà, on se retrouve au tout dernier étage, avec ici le coffret, donc The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Donc vous voyez qu'ils ont vécu. Je les ai lus et relus et retournés dans tous les sens. Oui, par exemple, vous avez ce genre de choses. On pourra avoir des... Attendez, c'est où? C'est là? Non, oui, c'est là. Voilà, dans la marge, des annotations au crayon. Voilà, anecdote, en fait, vu que c'était mon sujet de mémoire en maîtrise, et mon sujet était la représentation symbolique et mythographique des épées dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, non seulement il fallait que je connaisse l'œuvre par cœur, mais en plus, il m'a fallu relire une énième fois en intégralité et relever toutes les occurrences du mot épée. Paye ta vie de No Life. Toujours du Tolkien, avec Tales from the Perilous Realm, le Silmarillion en français, le fameux The Hobbit. D'ailleurs, vous voyez bien la fumisterie et l'arnaque des films de la trilogie le Hobbit, que je trouve vraiment très mauvais par rapport aux films. Autant les films Le Seigneur des Anneaux sont, je trouve, très bons. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont très honorables. Autant la trilogie Le Hobbit, moi, je peux pas. Je les ai tous regardés pour vraiment me faire un avis pertinent, mais c'est complètement débile. Tu tires pas 3 films d'un bouquin comme ça, quoi. Donc c'est clairement fait pour surfer sur le succès du Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que le Seigneur des Anneaux, les bouquins, ils existent. T'as pas besoin d'inventer, t'as pas besoin de tirer sur la corde pour faire 3 films. Mais là, non, quoi, ça marche pas. Un petit chrétien de Troyes,
avec Perceval ou le Comte du Graal. Un Tchekhov avec l'île Sakhaline. Je crois que j'avais acheté ça parce que Murakami en parlait dans un de ses bouquins, il me semble, parce qu'il fait souvent des références à des vrais auteurs dans ses romans. Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn. Jules Vallès, l'enfant, le fameux. Je pense que beaucoup d'entre nous on a dû se le manger au lycée. Boris Vian, L'arrache-cœur, que j'ai pas lu. C'est visiblement récupéré dans un CDI. Le fameux Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Et enfin, l'atroce, l'horrible, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Alors ça, c'était mon cauchemar à la fac. Voilà, donc c'est le truc, enfin moi je peux pas quoi, c'est hyper chiant. Et bien voilà, donc on a fait un tour, j'espère pas trop long. Effectivement, elle n'est pas super fournie, mais en même temps, évidemment, ça ne reflète pas tous les romans que j'ai lus dans ma vie. Ça, c'est juste les livres que j'ai gardés au fil des années. Je veux pas passer pour le mec qui est obsédé par les mangas, qui ne lit que ça. J'ai lu beaucoup plus que ça, c'est juste que ça, c'est ce que j'ai gardé, voilà. Ce qui n'a pas disparu entre les déménagements, les trucs qu'on donne, les trucs qu'on revend, parce que, voilà, on a besoin d'argent. J'espère au moins que vous aurez passé un bon moment avec cette petite vidéo. C'était intéressant pour moi de me replonger dans tous ces souvenirs, de vraiment prendre conscience des livres que finalement je possède, tout simplement. Et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Oreo Manga. Bye bye tout le monde.